Alors, on y va. On commence un nouveau chapitre aujourd'hui. C'est la dynamique du poids matériel, la dynamique d'une particule. Alors, qu'est-ce que c'est que, à quoi sert la dynamique? Eh bien, c'est une partie de la mécanique qui va nous permettre d'expliquer le mouvement en termes de force, d'en déduire des lois de force et puis ensuite pouvoir prévoir d'autres mouvements à partir des lois de force qu'on aura établies. Alors, contrairement à la cinématique qu'on a vue depuis le début du semestre, où on ne s'est absolument pas occupé de la cause qui donnait naissance à ces mouvements qu'on a étudiés. On s'est contenté de faire une étude descriptive, c'est-à-dire qu'on savait à quelle position se trouvait un objet, quelle était sa vitesse, quelle était son accélération, mais à aucun moment on s'est posé la question de qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement. Eh bien, l'objet de ce chapitre, ça va être d'expliquer à chaque fois l'origine d'un mouvement par des forces. Alors, première notion qu'on va voir dans ce chapitre, ça va être le principe d'inertie, qu'on appelle aussi la première loi de Newton. Alors, le principe d'inertie, vous l'avez déjà vu au lycée. C'est un principe qui a été énoncé par Galilée. Alors, que dit ce principe? Il dit que si aucune action extérieure ne s'exerce sur un objet, eh bien, l'objet au repos reste au repos et l'objet en mouvement continue à se déplacer à vitesse constante. Alors, je précise bien, ça ne se produit que si l'objet n'est soumis à aucune action extérieure. D'accord? À ce moment-là, s'il avait déjà une vitesse, il va continuer en ligne droite à vitesse constante. Et s'il n'avait pas de vitesse, il va rester à l'endroit où il était. Juste une minute, je vérifie. D'accord. Voilà. Alors, ce principe d'inertie qui a été énoncé par Galilée, eh bien, il a été amené grâce à une expérience qu'a faite Galilée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience du plan incliné. Alors, il a pris un plan incliné et il a mis une bille en haut du plan et il l'a laissé rouler le long du plan et il l'a mis de l'autre côté, donc avec une gouttière pour faire le lien entre les deux, un autre plan incliné, donc il y a un plan à gauche, un plan à droite. Et il s'est rendu compte que la bille remontait à la même hauteur. Alors il a pensé à changer l'inclinaison du plan, donc il a pris une autre inclinaison. Le plan de droite, il l'a penché un petit peu plus et il s'est rendu compte que la bille remontait sensiblement à la même hauteur. Et il a continué comme ça à changer l'inclinaison du plan et il s'est rendu compte à chaque fois, ce qu'il observait, c'était que la bille remontait à la même hauteur, sensiblement la hauteur à partir de laquelle elle avait été lâchée sur le plan de gauche. Alors, le prolongement de cette expérience, un prolongement dans l'imagination de Galilée, c'est ce qu'on appelle une extrapolation, eh bien, c'était que si la bille n'a pas l'occasion de remonter, eh bien, elle va continuer comme ça, sans être, elle continue indéfiniment, sans être jamais ni freinée, ni accélérée. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience de Galilée qui lui a permis d'énoncer ce principe d'inertie. Bon, on sait très bien que tout le monde connaît l'existence des frottements et tout le monde sait que si la bille n'avait pas l'occasion de remonter, c'est-à-dire si on met un plan horizontal ici, eh bien la bille va finir par s'arrêter parce qu'il va y avoir des frottements qui vont la freiner et elle continuerait pas comme ça indéfiniment sans jamais s'arrêter, elle finirait par s'arrêter. Alors, ce principe d'inertie, on peut quand même l'observer avec un matériel plus moderne que celui de l'expérience de Galilée. Eh bien, ce matériel, c'est la table à air. Alors,
qu'est-ce que c'est comme dispositif, la table à air? Eh bien, on a une boîte, d'accord? C'est un parallélépipède et le dessus de la boîte, le plan qui est sur le dessus, est percé de tout petits trous qui sont espacés régulièrement sur toute la surface. Et on a de l'air comprimé qui est envoyé à l'intérieur de la cavité, c'est-à-dire que vous avez votre parallélépipède, le plan d'en bas, il est fermé, le plan du haut est percé de petits trous et les côtés sont fermés, d'accord? Et quand on envoie de l'air comprimé, ce qui va se passer, c'est que l'air va s'échapper par les petits trous et il va se répandre sur toute la surface de la table. Alors, je vous ai fait un dessin ici vu de profil. Voilà ce qui va se passer. Il va y avoir ce qu'on appelle un coussin d'air et le disque, au lieu d'être posé, alors ce sera ça notre mobile, hein, ce sera un petit disque en plastique, et bien ce disque, au lieu d'être posé directement sur le plan de la table, il va être posé sur un coussin d'air. Ce qui fait que quand on va lui donner une impulsion pour qu'il ait une vitesse initiale, eh bien, il va se déplacer non pas directement sur la table, mais il va se déplacer sur le coussin d'air. Alors, vous imaginez bien que les frottements sur le coussin d'air, ils sont très, très faibles par rapport aux frottements qu'il aurait directement sur la table. Et on va pouvoir, grâce à ce dispositif, observer le principe d'inertie, c'est-à-dire un objet qui n'est soumis à aucune action extérieure et qui va se déplacer en ligne droite. Alors, quand je dis aucune action extérieure, ça ne veut pas dire que ce disque est isolé tout seul dans l'espace. Il est, quand je dis aucune action extérieure, ça veut dire que toutes les actions extérieures qu'il va y avoir sur cet objet vont s'annuler, se compenser deux par deux. Alors, si on essaye de faire un bilan, hein, quelles sont les actions extérieures qu'il y a sur ce disque? Eh bien, il y a l'action de la Terre qui va l'attirer vers le bas, il y a l'action de la table qui va le pousser vers le haut. Alors, ces deux forces se compensent. Je reprends. Donc, ces deux forces se compensent, c'est comme si, puisqu'il y en a une vers le bas et l'autre vers le haut, elles ont le même module et le disque, c'est comme s'il était soumis à aucune force, puisqu'il est soumis à deux forces qui sont antagonistes, qui sont opposées. Et puis, la troisième action qui pourrait y avoir, eh bien, ça serait les frottements, mais comme il se déplace sur un coussin d'air, eh bien, ces frottements, ils sont rendus négligeables. Je ne dirais pas qu'ils sont complètement annulés, mais ils sont rendus négligeables. Donc, globalement, si je fais le bilan de toutes les actions extérieures qui est sur le disque, eh bien, il n'y a pas d'action extérieure. Donc, je peux mettre mon disque dans ce cas du principe d'inertie, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune action extérieure. Donc, normalement, si je lui donne une vitesse, il doit garder cette vitesse, il va continuer en ligne droite à vitesse constante. Eh bien, ça, on peut le vérifier si on fait une photographie stroboscopique du mouvement du disque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une photographie stroboscopique? C'est une photo qui a été prise avec un flash à éclairs multiples, c'est-à-dire que vous avez un dispositif, une sorte de lampe qui va s'allumer à intervalles de temps réguliers, qui va s'allumer très très peu de temps, c'est-à-dire que tant que la lumière est allumée, eh bien c'est tellement bref, tellement court que le disque n'a pas le temps de beaucoup se déplacer pendant qu'il est éclairé. Ensuite, cette lumière s'éteint pendant un certain intervalle de temps. Donc, pendant ce temps, le disque a continué à avancer. Et quand il est de nouveau éclairé, eh bien, on va le voir comme s'il avait fait un petit bond. D'accord? Alors, les intervalles de temps dans un stroboscope, eh bien, ils sont réglables. Ça peut être tous les dixièmes de seconde ou tous les centièmes de seconde. On peut régler la fréquence des éclairs, donc on peut régler la périodicité, le temps qui s'écoule entre deux éclairs.
Et le résultat qu'on va obtenir, eh bien, ça va être une photo sur laquelle on aura toutes les positions successives de notre disque, comme si on regardait le disque tous les dixièmes de seconde et qu'on ferme les yeux entre deux photos, si vous voulez, de ce disque. Alors, je vous invite à télécharger, si vous voulez, hein, sur votre téléphone. Il y a beaucoup d'applications. Vous allez dans Play Store, dans votre, là où vous pouvez avoir vos applications sur votre téléphone, ça dépend de ce que vous avez comme téléphone, et vous pourrez télécharger un stroboscope, une lampe stroboscopique, et vous pourrez comme ça observer. Alors, bien entendu, pour que ce soit bien visible, le phénomène de l'éclairage stroboscopique, il faut que vous soyez dans une pièce qui est dans l'obscurité, d'accord? Et comme ça, l'objet que vous allez voir se déplacer, vous ne le verrez que quand il est éclairé. Voilà, donc il y a plein d'applications, donc vous pouvez en télécharger une et voir ce que c'est qu'un stroboscope si vous n'en avez jamais vu. Alors, voilà le résultat qu'on pourrait voir si on fait une photographie stroboscopique de notre disque sur la table à air. Eh bien, on va voir les différentes positions. Alors, par exemple, tous les dixièmes de seconde, eh bien, on voit les positions tous les dixièmes de seconde. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'elles sont toutes alignées sur une droite. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'elles sont équidistantes, c'est-à-dire que deux positions successives sont à chaque fois séparées par la même distance. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'on a pendant des intervalles de temps égaux des déplacements égaux. Eh bien, c'est exactement ça la définition d'une vitesse constante. Donc, on a bien un mouvement rectiligne uniforme. Alors, le disque sur la table à air, eh bien, on dit qu'il est libre puisqu'il n'est soumis à aucune action extérieure. On peut appeler ça une particule libre. Et c'est une particule libre parce qu'aucune action ne modifie son mouvement. Voilà pour le principe d'inertie. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Bon. Je considère que c'est bon. Vous m'entendez toujours? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, ok. Alors, on va définir maintenant ce que c'est qu'un repère d'inertie ou repère galiléen. Non, il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un repère galiléen? Eh bien, c'est un repère dans lequel une particule libre se déplace à vitesse constante. C'est-à-dire que le repère galiléen, c'est le repère dans lequel on peut observer le principe d'inertie. C'est-à-dire que si un objet n'est soumis à aucune action extérieure, eh bien, on doit le voir soit immobile, soit se déplacer à vitesse constante. Et si c'est ça qu'on observe, eh bien, ça veut dire qu'on est bien dans un repère galiléen. Alors, une autre définition du repère galiléen, c'est un repère dans lequel on peut expliquer toute accélération par une force d'origine matérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de force d'origine matérielle? Eh bien, une force d'origine matérielle, c'est une force dont on peut identifier l'origine, c'est-à-dire je vais vous donner un exemple. Le poids d'un objet, c'est une force d'origine matérielle, c'est-à-dire qu'on sait identifier qui exerce cette force. Alors, c'est une force exercée par la Terre sur tous les objets qui les attire vers elle. Ça, c'est une force d'origine matérielle. Quand vous avez deux aimants qui s'attirent ou qui se repoussent,
eh bien, ces forces magnétiques sont des forces d'origine matérielle, c'est-à-dire qu'il y a des aimants qui existent matériellement et qui vont exercer des actions l'un sur l'autre. Alors, des forces qui ne sont pas d'origine matérielle, c'est ce que vous avez vu au lycée qu'on appelle les forces d'inertie, c'est-à-dire des forces qu'on rajoute pour pouvoir écrire nos équations du mouvement et qui ne sont pas des forces réelles. Alors, je vous donne un exemple de repère qui n'est pas galiléen. C'est que vous êtes tous déjà montés sur un manège. Alors, quand vous regardez les personnes, quand vous êtes sur le manège et que vous regardez les personnes qui sont autour du manège, qui sont debout à côté du manège, eh bien, vous les voyez avancer vers vous, repartir, décrire des trajectoires très compliquées, alors que vous savez pertinemment qu'ils sont immobiles. D'accord ? Avant de monter dans le manège, vous laissez vos parents à côté du manège qui sont immobiles, qui vous attendent. Et quand vous êtes sur le manège, eh bien, vous les voyez se précipiter vers vous, repartir, décrire des trajectoires qui ne sont pas des droites. Et qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie que vous êtes sur un repère qui n'est pas un repère galiléen, puisque des objets ou des personnes qui sont immobiles, vous les voyez vous les voyez ni immobiles, ni se déplacer en ligne droite à vitesse constante, vous les voyez se déplacer suivant des trajectoires qui ne sont pas des droites. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un repère galiléen. Alors, pour la plupart des mouvements qu'on va étudier, la Terre va constituer un bon repère d'inertie ou un bon repère galiléen, mais pour des mouvements liés à la rotation de la Terre autour d'elle-même, eh bien, on est obligé de changer de repère et de se mettre dans un repère plutôt lié à une étoile, par exemple lié au Soleil, pour expliquer certaines accélérations par des forces d'origine matérielle. Alors, par exemple, les forces qu'on ne peut pas expliquer quand on choisit comme référentiel la Terre, eh bien, le mouvement de l'atmosphère, par exemple, eh bien, le mouvement de l'atmosphère est lié au mouvement de rotation de la Terre autour de son axe. Et ce mouvement, ben, vous ne pouvez pas l'expliquer en étant dans un référentiel lié à la Terre. Vous êtes obligé de vous mettre à l'extérieur, en dehors de la Terre, pour pouvoir comprendre quelle est l'origine des mouvements de l'atmosphère. Voilà. Donc, à chaque fois que vous ne pouvez pas expliquer une force, un mouvement par une force, une accélération par une force d'origine matérielle, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon référentiel et que vous devez changer de référentiel. Voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas à vous poser la question si vous êtes sur le bon référentiel pour tous les mouvements qu'on va étudier, pour toutes les lois de force qu'on va étudier. On étudiera ça pour des mouvements qu'on peut observer à l'échelle humaine, donc à la surface de la Terre. Donc, ça sera à chaque fois un référentiel lié à la Terre. Alors, on va passer à la définition de la quantité de mouvement. Alors, on a vu que pour modifier, que le principe d'inertie, ce qu'il nous dit, c'est que si aucune action ne s'exerce sur un objet, eh bien, sa vitesse est constante. Soit elle est nulle, soit elle est pas nulle, mais elle est constante, puisqu'il a un mouvement rectiligne uniforme. Donc, ça veut dire que si on veut modifier la vitesse d'un objet, il faut qu'il y ait une action extérieure. Alors, cette cause qui provoque la modification de la vitesse d'une particule, c'est ce qu'on appelle la force. Alors, qu'est-ce que c'est que la force ? Eh bien, c'est le résultat de l'interaction de la particule. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors,
La force, c'est donc le résultat de l'interaction de la particule avec son environnement. Alors, ce qu'on sait de la modification de la vitesse d'un objet, c'est que plus l'objet a une masse qui est grande, et plus on a de mal à modifier sa vitesse. Alors, par exemple, si vous conduisez un camion et que ce camion est chargé et que vous voulez freiner, vous voulez vous arrêter, vous voulez passer par exemple de la vitesse 40 km/h à la vitesse 0 km/h, donc vous voulez vous arrêter, eh bien si le camion est chargé, vous aurez plus d'efforts à faire et plus d'efforts à faire pour l'arrêter que si le camion est vide. D'accord? Donc, ça sera plus facile de freiner votre camion s'il est vide que s'il est chargé. Donc, vous voyez bien que la masse de l'objet a une grande importance dans la modification, dans la facilité à modifier sa vitesse. Alors, la masse, c'est un coefficient propre à l'objet. Alors, elle caractérise ce qu'on appelle l'inertie de l'objet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inertie? Eh bien, c'est sa résistance à tout changement de vitesse. D'accord? La masse, c'est ce qui caractérise l'opposition de l'objet à toute modification de sa vitesse. Donc, plus la masse va être importante, et plus cette résistance à la modification de sa vitesse va être importante. Alors, l'unité de la masse, vous la connaissez, c'est le kilogramme. L'abréviation, c'est kg. Alors, on va définir maintenant une nouvelle grandeur dynamique, c'est la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement lie ces deux grandeurs qui sont la masse et la vitesse. Alors, c'est le produit P, c'est le produit mv. Son unité, c'est le kilogramme, donc la masse, multiplié par la vitesse, donc le kilogramme mètre par seconde. Voilà pour cette nouvelle grandeur qui est une grandeur dynamique puisqu'elle prend en compte cette masse qui est la résistance de l'objet à tout changement de sa vitesse et la vitesse. Alors, principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors ça, c'est l'un des grands principes de la physique, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Alors, une particule libre, on a vu qu'une particule libre, c'est une particule qui se déplace à vitesse constante. Alors, une particule libre, c'est une particule qui n'est soumise à aucune action extérieure. Alors, aucune action extérieure, c'est sous-entendu la somme de toutes les actions extérieures qui se compensent, comme s'il n'y avait au total aucune action. Donc, la quantité de mouvement d'une particule libre reste constante, et ça, c'est une autre façon d'exprimer le principe d'inertie, puisqu'une particule libre se déplace à vitesse constante, et comme la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse, donc si la vitesse reste constante, eh bien ça veut dire que la quantité de mouvement reste constante. Alors, ce principe qui revient à exprimer d'une autre façon le principe d'inertie, eh bien, il s'applique aussi à un système isolé de deux ou de plusieurs particules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système isolé? Eh bien, c'est un système tel que les actions extérieures sont soit négligeables, soit qu'elles se compensent de partout. Alors, on va voir un exemple de conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé. Alors, on va prendre le mouvement de deux disques aimantés sur une table à air. Alors, aimanté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces disques, il y a des petits aimants
qui vont faire en sorte que si vous rapprochez deux disques, ils vont avoir tendance à se repousser. C'est-à-dire que les aimants ont été orientés de manière à ce qu'il y ait, par exemple, l'épaule nord d'un disque en face d'épaule nord de l'autre disque, c'est-à-dire des pôles de même nature qui sont au bord des deux disques, et quand vous les rapprochez, eh bien, les aimants vont se repousser et vos disques vont se repousser. Alors, pour les empêcher, pour pouvoir former un système avec ces deux disques aimantés, eh bien, on va les attacher. Alors, comment est-ce qu'on les attache? Eh bien, ils ont chacun des disques a un petit axe, une sorte de petite vis qui sera à la verticale, et on va attacher ensemble ces deux axes, ce qui fait que les deux disques vont rester l'un contre l'autre. Alors, voilà, ça c'est une photographie, c'est le résultat d'une photographie stroboscopique de l'expérience. Alors, attendez, je vais réduire un petit peu pour qu'on voit la totalité de la photo. Encore un peu. Voilà, là on voit la totalité du document. Alors, voilà, ça c'est le résultat d'une expérience. Hein. C'est une expérience qui a été faite réellement sur une table à air, et on a fait une photographie stroboscopée de l'expérience. Alors, on va d'abord voir d'une manière générale en quoi a consisté l'expérience. Alors, d'abord, les deux disques étaient attachés. Et alors, il y en a un, vous voyez juste les bords, les petits arcs que vous voyez, c'est le contour de chacun des disques. Alors ici, on ne voit pas trop pour le disque. Alors, il y a un disque marqué d'une croix et un disque marqué d'un petit cercle. Alors, pour le disque marqué d'une croix, vous voyez les positions successives, vous voyez le bord du disque. Et pour le disque marqué d'un rond, on voit le contour que sur les dernières positions. Alors, on les a attachés ensemble, donc ils forment un bloc, un système, un tout, et on les lance sur la table à air. Alors, ils vont se déplacer ensemble. Vous voyez bien qu'ils sont liés ici. Ils se déplacent ensemble jusqu'à ces deux positions-là. C'est-à-dire que j'ai... Alors, l'intervalle de temps, il est de 1/10 de seconde. L'échelle, elle est de 1/10. Alors, 1/10, ça veut dire que 1 centimètre sur le document représente 10 centimètres dans la réalité. D'accord? Alors, les masses, on vous les donne. Alors, la masse du disque qui a ce mouvement-là, elle est de 100 grammes, et l'autre a une masse de 200 grammes. C'est bon? Alors, après, on reviendra à ce vecteur OG quand on aura parlé du centre de masse. Alors, pour le moment, on regarde juste l'expérience. Alors, d'abord, ils se déplacent, vous voyez bien, à vitesse constante. On voit bien que leurs positions successives sont alignées sur une droite, chacun sur sa droite, et que les déplacements, G pendant des intervalles de temps égaux, des déplacements égaux, ça veut dire que ce disque a une vitesse constante et ce disque-là a une vitesse constante aussi, et que donc le système formé par les deux disques a une vitesse constante, donc une quantité de mouvement constante. Ensuite, vous voyez la petite traînée noire ici, on a brûlé la ficelle qui maintient les deux disques collés l'un à l'autre. On brûle la ficelle, et ce qui va se passer, c'est qu'on supprime, quand on brûle la ficelle, on supprime la tension des fils. Et donc, la seule chose qui va rester comme action d'un disque sur l'autre, ça va être la force magnétique. Donc, ils vont s'éloigner l'un de l'autre
parce que leurs aimants vont se repousser et vous voyez qu'ils vont avoir une trajectoire qui n'est plus une droite ici, dans toute cette région que j'ai appelée la zone d'interaction. Donc, pendant l'interaction, alors, il s'agit de l'interaction magnétique, bien sûr. C'est tant que les aimants agissent l'un sur l'autre et que chacun repousse l'autre, eh bien, chacun des disques va changer d'orientation et il arrive un moment, vous avez déjà manipulé des aimants, vous avez bien remarqué qu'un aimant, il a un Madame, certain rayon d'action. Oui, oui, euh, oui, je vous la écoute. force de magnétique qui fait ça. La J'ai- force de magnétique qui fait ça. Ça s'est un petit peu déformé, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. La force La, fo- la force de magnétique qui fait ça. magnétique, oui. Oui, c'est la force Mag- magnétique qui vont se magnétique. repousser. Magnétique, Magnétique. magnétique, magnétique. Oui, Yes. oui. Yes. Mais, quelle est cette tâche, le tâche noire اللي راهي La في tache الوسط؟ noire, la tache Ouais. noire, c'est la trace de la flamme sur la ficelle. Quand on a brûlé, c'est une photo en noir et blanc, hein. Quand on a brûlé la ficelle, eh bien, elle a mis un certain temps, la flamme a mis un certain temps à s'éteindre. Ça a fait ça a fait de la fumée. D'accord? Ok. C'est quand on a brûlé la ficelle que ça a laissé cette trace-là. Ok. Alors, donc, vous aviez une autre question? C'est bon? Non, c'est bon. D'accord. D'accord. Ok. Alors, tant que les aimants agissent, eh bien les aimants, les disques vont se repousser. Et puis, il va y avoir un moment, je vous disais qu'un aimant, ça n'a pas un rayon d'action infini. C'est-à-dire que quand les aimants sont assez éloignés l'un de l'autre, eh bien, ils arrêtent, la force magnétique devient faible. Vous avez déjà, je pense que vous avez déjà calculer des champs magnétiques au lycée et vous savez que le champ magnétique, il est en 1 sur R carré, c'est-à-dire que plus la distance augmente et plus la force magnétique va devenir faible. Donc, il y a un moment où la force magnétique n'agit plus et ce qu'on peut constater, c'est que ce disque-là va se déplacer sur une droite et l'autre va se déplacer sur une autre droite. C'est-à-dire qu'ils ont changé, chacun est parti dans une nouvelle direction, mais de nouveau, il est redevenu une particule libre puisqu'il se déplace. Si on compare les déplacements successifs, eh bien, on voit qu'on a des déplacements égaux pendant des intervalles de temps égaux. Donc, on a une vitesse constante pour ce disque et on a également une vitesse constante pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils avaient, si on récapitule, ensemble, ils avaient une vitesse constante. Pendant l'interaction, eh bien, leur vitesse a varié puisqu'ils ont changé de trajectoire à partir du moment où la trajectoire n'est plus une droite. Eh bien, ça veut dire que le vecteur vitesse est en train de changer d'orientation. Donc, ça veut dire que j'ai une vitesse qui est en train de varier. Et après l'interaction, donc ici, ils sont en interaction, il y a plus pour chacun un mouvement rectiligne uniforme. Et après l'interaction, chacun a de nouveau un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que chacun est redevenu une particule libre. Alors, voici la description donc de cette expérience. Donc, on lance les disques sur la table à air, ils se déplacent à vitesse constante, ils forment un système isolé. Alors, les actions extérieures qui interviennent sur le système, pourquoi est-ce que je dis que c'est un système isolé? C'est parce que si vous regardez l'ensemble des actions des actions extérieures qu'il y a sur le système des deux disques quand ils sont attachés ensemble, eh bien, c'est leur poids, c'est-à-dire l'action de la Terre qui les tire vers le bas, l'action de la table qui les pousse vers le haut,
qui va faire en sorte qu'il ne traverse pas la table. Et puis, vous avez l'effrottement qu'on a rendu négligeable parce qu'il se déplace, et le disque se déplace sur un coussin d'air et non pas directement sur la table. Alors, deuxième étape, on brûle la ficelle. Les disques se séparent, leur trajectoire est modifiée à cause de l'action des aimants qui se repoussent. Et troisième étape, donc je suis dans cette partie de l'expérience. Quand l'effet des aimants s'arrête, eh bien chaque disque suit une nouvelle trajectoire rectiligne. Chacun d'eux est redevenu une particule libre. Alors, quand on mesure les vitesses, alors comment est-ce qu'on va mesurer les vitesses? Eh bien, les vitesses, on va les mesurer en mesurant des déplacements. Je vous rappelle que vous connaissez l'intervalle de temps. Vous savez qu'il y a, c'est là, l'intervalle de temps, le temps qui s'écoule entre deux positions successives, c'est 1/10 de seconde. Vous connaissez l'échelle, vous savez que un déplacement, si vous mesurez 1 cm pour un déplacement, ça veut dire que dans la réalité, ce déplacement, il vaut 10 cm, puisque vous connaissez l'échelle. Et donc, vous pouvez avoir la vitesse sur chaque intervalle de temps. Donc, ce sera des vitesses moyennes, évidemment, qu'on va pouvoir mesurer par l'intermédiaire des déplacements successifs. Donc, on mesure les déplacements, on divise par l'intervalle de temps et ça nous donne la vitesse moyenne sur un intervalle en particulier. Alors, par exemple, sur le premier intervalle, eh bien, je vais mesurer un certain déplacement, je divise par l'intervalle de temps, j'obtiens une vitesse, je multiplie par la masse et ça me donne la quantité de mouvement. Alors, j'ai choisi comme échelle pour représenter la quantité de mouvement 1 cm pour 0,1 kg mètre par seconde. D'accord? Alors, quelle est cette quantité de mouvement? On peut faire le calcul. Hein. Si on mesure ça, alors ici j'ai réduit, mais à l'échelle du document, eh bien, ce déplacement vaut 1 cm. Donc, j'ai un déplacement de 1 cm, ça me fait donc 10 moins 2, d'accord? 10 moins 2 mètres, hein, divisé par l'intervalle de temps qui est de 1/10 de seconde, donc 10 moins 1 seconde, c'est bon? Alors, multiplié par la masse qui est 10 moins 1, c'est bon? Alors, ça me donne 10 puissance moins 2, madame. Attendez, j'ai juste oublié de tenir compte de l'échelle. Dans la mesure où j'ai une échelle de 1/10, c'est-à-dire que le centimètre que j'ai mesuré, en réalité, représente 10 cm. D'accord? C'est bon ou pas? Je dois multiplier par 10 mon déplacement. Hein. J'ai mesuré mon déplacement qui vaut 1 cm. Ça, c'est ce que je mesure, mais dans la réalité, c'est 10 cm, puisque l'échelle 1/10 signifie que 1 cm sur la photo représente 10 cm dans la réalité. C'est bon? Donc, ça me donne 0,1 kg pour la quantité de mouvement, hein, 0,1 kg mètre par seconde. Donc, j'ai choisi comme échelle 1 cm pour 0,1 kg mètre par seconde, c'est-à-dire que ma quantité de mouvement, eh bien, c'est un vecteur qui commence à cette position et qui finit à la position numéro 2. C'est bon? Est-ce que tout le monde a suivi le calcul de la… Vous pouvez reprendre le calcul. Comment? Oui, Vous pouvez reprendre le calcul. je reprends le calcul. Alors, ce que je cherche,
c'est mv. D'accord? Je vais commencer par v. V, c'est quoi? V, c'est delta x sur delta t. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai? En réalité, ce n'est pas delta x, c'est delta s, hein, puisque j'ai un mouvement qui va devenir curviligne à un moment. Donc, je vais dire delta s sur delta t. Alors, qu'est-ce que c'est que ce delta s? Eh bien, c'est la distance, le déplacement ici, la distance entre la première position et la deuxième position. Alors, si on mesure, on trouve 1 cm. D'accord? 1 cm, ça, c'est le déplacement sur le dessin. Mais comme l'image est à l'échelle 1/10, ça veut dire que 1 cm sur la photo représente 10 cm dans la réalité. Ça veut dire que delta S, c'est 10 cm, donc 0,1 mètre. C'est bon? La vitesse, ça va être delta S sur delta T. Delta S, c'est 0,1 mètre. Delta T, c'est 1/10 de seconde, donc c'est 0,1 seconde. Donc la vitesse, c'est 1 mètre par seconde. Maintenant, ce que je cherche, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est mv. La masse, c'est 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg, multiplié par 1 mètre par seconde, ça me donne 0,1 kg mètre par seconde. Est-ce que vous avez suivi? Oui, madame, merci. Non, multiplié par. Comment? Multiplié par la masse. La masse multipliée par la vitesse. Donc, la masse qui est de 100 grammes, c'est 0,1 kg. Multiplié par la vitesse, on vient de faire le calcul, on a trouvé 1 mètre par seconde. Donc, 0,1 par 1, ça fait 0,1 kg mètre par seconde. Donc, voici la première quantité de mouvement. C'est la quantité de mouvement P1 pour le premier disque. Alors, on fait la même chose pour le deuxième disque. On se rend compte que la vitesse, le déplacement, il va être exactement le même. Alors, la vitesse, elle sera donc de 1 mètre par seconde. Mais attention, la masse, elle est 2 fois plus grande que la masse de l'autre disque. Donc, je vais avoir la quantité de mouvement P2 qui va faire 2 kg mètre par seconde. D'accord? Puisque la masse est 2 fois plus grande, la vitesse étant la même, la quantité de mouvement va être 2 fois plus grande. Donc, si je représente avec la même échelle mon vecteur P2, eh bien, il va faire 2 cm au lieu d'un comme P1. Il va être 2 fois plus grand que P1. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que P1 et P2 sont parallèles. D'accord? Alors, maintenant, je cherche la quantité de mouvement du système. Qu'est-ce que c'est que la quantité de mouvement du système? J'ai deux disques. Eh bien, la quantité de mouvement du système, ça va être la quantité de mouvement du centre de masse. Le centre de masse, c'est l'équivalent du centre de gravité. Alors, on parle de centre de masse quand vous avez un système à plusieurs objets, et on parle de centre de gravité quand c'est un solide et que vous cherchez le point qui va représenter ce solide. D'accord? C'est le centre de gravité. Mais pour un système où il y a des entités, quand vous avez plusieurs objets qui forment un système, eh bien, le centre de masse, c'est le point qui va représenter tous ces objets. Et bien ici, voici la formule des coordonnées du centre de masse. C'est exactement la même formule que pour les coordonnées du centre de gravité. C'est somme des MI au MI sur somme des MI. Alors ici, j'ai deux objets. J'ai cet objet de masse M1, celui-là de masse M2. D'accord? Alors, ce que je cherche, c'est quelle est la position du centre de masse. Eh bien, la position du centre de masse, alors,
par exemple, alors je vais dire que l'origine, je la choisis ici. D'accord? Alors, voici l'origine. Oula. Alors, je peux choisir l'origine n'importe où, mais je vais choisir une origine qui me permette de faire les calculs le plus simplement possible. Alors, mon point, mon centre de masse, je vais l'appeler G, hein, comme un centre de gravité. Le voici. Et alors, je vais avoir, alors, le point M1, eh bien, ça sera la position de la première masse. Ma première masse, c'est M1. Donc, mon point M1, il sera confondu avec le point O. Mon point M2, eh bien, il sera ici. Alors, je vais l'écrire. Je vais mettre des couleurs parce que sinon, vous n'allez plus repérer les… Alors, le point G, il est ici. Hein. Et puis, alors… alors, je vais dire M1. Qui est confondu avec le point O, ici. Et puis, je vais mettre un point M2 pour l'autre disque. Alors, j'ai essayé de grossir un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Alors, le point O va être mon origine, d'accord, dans cette expression. C'est l'origine par rapport à laquelle je vais chercher le vecteur OG, d'accord? Le vecteur OG, c'est le vecteur qui va me donner la position du centre de masse. Alors, j'ai donc deux masses, une masse M1, une masse M2. La masse M1 se trouve à la position M1 et la masse M2 se trouve à la position M2, d'accord? Donc, je vais écrire, j'ai choisi de confondre la masse, le point M2, M1 avec l'origine O. Ce qui fait que mon premier terme ici, si j'écris, alors on va mettre égal. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je vais écrire M1 multiplié par O M1. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir M1 multiplié par O, c'est-à-dire le vecteur 0. Alors, je vais voir si…
Madame, Oui, j'ai pas compris comment vous avez fait les calculs. je vais le faire tout de suite, hein. D'accord. Bon, je vais le faire ailleurs. Parce que comme j'ai groupé bon. Alors, je vais le faire un petit peu plus loin. Je vais le faire ici, hein. Madame, les masses sont constantes pour tout, le mouvement. Bah, bien sûr, une masse, ça ne change pas, hein. La masse d'un objet, elle reste constante pendant tout son mouvement, bien sûr. Alors, je vais réécrire mon expression, hein. Une petite seconde. Alors, voilà. Alors, je vais écrire que c'est égal à, ici, n, c'est 2, hein, je n'ai que 2 masses. Là, je vous ai écrit la formule pour un nombre n de particules. Mais là, je n'ai que 2 particules, ce sont mes 2 disques. Donc, je vais écrire ma formule. Donc, je vais avoir M1 alors, M1 multiplié par OM1. Alors, qu'est-ce que c'est que OM1? J'ai confondu M1 avec O, c'est-à-dire que je vais écrire, ici, je vais avoir O, le vecteur O, c'est-à-dire le vecteur 0. Tout le monde est d'accord? Je mets 0. OK. Alors, plus M2 multiplié par le vecteur OM2. C'est bon, vous suivez? Alors, je vais mettre donc, OM2, c'est bon? Divisé par quoi? Madame, Une petite seconde. Divisé par la... Divisé par la... La somme Divisé... de masse. Attendez, laissez-moi finir, vous poserez votre question après. Somme des MI. Qu'est-ce qu'on a comme somme des masses? Eh bien, on a la masse M1 Plus M2. M1 plus M2. Alors, plus M2, donc M1, M2. C'est bon? Je sais que M2 est égal à 2 fois M1. Alors, ce terme-là est nul, d'accord? Il me reste M2 au M2 sur M1 plus M2. M2 est égal à 2 fois M1, d'accord? Donc, j'écris 2 fois M1 en haut et en bas, j'ai M1 plus 2 fois M1, c'est-à-dire 3M1. 3M1, c'est-à-dire que le M1 va se simplifier et je vais avoir Bon, M2 sur M1. Ou M2 sur 3. oui, mais vous oubliez que M2 c'est 2 fois M1. 2 tiers au M2. Donc, c'est M2 sur M1. Exactement. Donc, ça sera 2 tiers
Ouais, 2 en M2 sur 2 tiers de OM2. C'est bon? Pourquoi OM1 est nul, madame? Parce que j'ai confondu le point M1. J'ai choisi, pour que ce soit le calcul le plus simple possible, j'ai choisi mon origine ici. J'aurais pu la choisir à la place de M2, j'aurais pu la choisir ailleurs, mais ça m'aurait donné un calcul. À la place de M2, ça m'aurait donné un calcul facile. Mais si j'avais mis le point O quelque part ici, j'aurais eu un calcul plus compliqué, mais pour aboutir au bout du compte au même résultat. D'accord? C'est-à-dire que trouver que mon point G, eh bien, il se trouve aux 2 tiers de la distance qui sépare les deux disques. Alors, c'est assez logique. Le centre de masse, dans un système où vous avez 2 objets, l'un qui a une masse plus grande que l'autre, le centre de masse, il est forcément du côté du plus lourd, hein, du côté de celui qui a la plus grande masse. C'est bon? Donc, on est arrivé au résultat que le vecteur OG, donc, qui va me donner la position du point G qui est le centre de masse, eh bien, ça se trouve aux 2 tiers de la distance qui sépare les 2 disques. Voilà. Donc, la position, si je veux maintenant représenter le vecteur quantité de mouvement totale du système, eh bien, cette quantité de mouvement, je vais la représenter au centre de masse, puisque c'est ça le point qui représente le système. Et la quantité de mouvement du système, eh bien, ça sera la quantité de mouvement P1 plus la quantité de mouvement P2. Eh bien, j'obtiens un vecteur, les 2 vecteurs étant parallèles, j'obtiens un vecteur qui est parallèle aux 2 premiers et qui a pour module la somme des modules. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok. Alors, la position du centre de masse, je vous l'ai dessiné ici en pointillé. C'est la trajectoire du centre de masse. Pour toutes les positions, eh bien, vous pouvez retrouver la position du point G qui est le centre de masse. Et ça va vous donner pour chaque instant, d'accord, chacune de ces positions, cette position s'est produite au même instant que celle-là. Donc, vous avez aux 2 tiers de la distance la position du centre de masse. Et pareil partout, d'accord? Donc, au même instant, vous cherchez la position du centre de masse et vous allez pouvoir représenter la quantité de mouvement total à ce point-là qui représente le système. Voilà, donc on vient de voir ce qui se passe pour les 2 premiers, la première position pour chacun des 2 disques. Alors, on fait le même travail pendant l'interaction, donc on choisit un intervalle de temps et le même pour les deux disques. Et on constate que si je trace mon vecteur quantité de mouvement, alors je vais l'appeler P1' ici et P2' là, et que je les additionne, je dois faire la somme de ces 2 vecteurs, eh bien, on se rend compte que la somme, eh bien, elle est toujours portée par la trajectoire du centre de masse et qu'elle a le même module, c'est-à-dire que quand je fais la somme de P1' et P2', j'obtiens un vecteur P' qui a même direction, même sens, même module que le vecteur P. Alors, ça veut dire que la quantité de mouvement la quantité de mouvement totale du système à cet instant est la même que la quantité de mouvement totale du système à cet instant. Et on peut refaire la même chose après l'interaction. Donc, on choisit le même intervalle de temps. Il faut compter les positions pour être sûr d'être sur le même intervalle de temps pour les 2 disques. Alors, on a P1 seconde, P2 seconde. Et quand on
on cherche la position du centre de masse et qu'on représente la somme de ces deux vecteurs, donc j'ai ramené P1 seconde ici et j'ai ramené P2 seconde là, j'ai fait la somme de ces deux vecteurs et j'obtiens un vecteur P seconde qui va avoir même direction, il est porté par par la trajectoire du centre de masse, il va avoir donc même direction, même sens, même module que P et P'. Alors, qu'est-ce que je peux en conclure? Eh bien, c'est que la quantité de mouvement totale du système est restée constante avant l'interaction, pendant l'interaction et après l'interaction. Voilà. Alors, bon, je vous laisserai ça. Bon, je mettrai ça sur la figure hein, dans le PDF que je vous enverrai pour que ce soit plus clair ou alors je l'insérerai ici. Alors, donc, quand on cherche... alors, est-ce que j'avais regardé ça? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Alors, on va le dire ensemble. Alors, on lance les disques sur la table à air. Ils se déplacent à vitesse constante. Ils forment un système isolé. Alors, ils se déplacent à vitesse constante. Eh bien, ça se voit parce que les déplacements successifs on a des déplacements égaux pendant des intervalles de temps égaux, que ce soit pour le disque du haut ou le disque du bas. Et on voit bien que pour un même intervalle, le déplacement est le même pour le disque numéro 1 et pour le disque numéro 2. Donc, il se déplace à la même vitesse. Alors, il forme un système isolé. Les actions extérieures intervenant sur le système sont soit négligeables, c'est le cas des frottements, soit qui se compensent, c'est le cas du poids et de l'action de la table. Alors, on brûle la ficelle, les disques se séparent, leur trajectoire est modifiée à cause de l'action des aimants. Et quand l'effet des aimants cesse, chaque disque suit une nouvelle trajectoire rectiligne. Donc, chacun d'eux est redevenu une particule libre. Alors, là, on en arrive à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'avant l'interaction, on avait la somme des deux quantités de mouvement qui donnait un vecteur P, qu'on a construit ici en rouge. Pendant l'interaction, eh bien, j'ai un vecteur quantité de mouvement du système P' égale P1' plus P2'. Et après l'interaction, eh bien, j'ai P seconde. Alors, je vais remonter ça. Bon. Je vais juste le rendre transparent, ça suffira. Voilà. Donc, on peut vérifier sur le document que P égale P' égale à P seconde. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la quantité de mouvement d'un système isolé reste constante. Alors, généralisation, on vient de voir ça pour un système de deux particules, un système isolé de deux particules, mais c'est vrai aussi pour un système de n particules. Alors, ça s'écrira sous cette forme. La quantité de mouvement total d'un système de n particules, c'est la somme pour i allant de 1 à n de tous les vecteurs quantité de mouvement PI. Eh bien, cette quantité de mouvement total va rester constante. Alors, c'est un principe très important en physique. C'est grâce à ce principe de conservation de la quantité de mouvement qu'on a découvert certaines particules élémentaires. C'est-à-dire qu'on trouvait une différence dans le bilan de quantité de mouvement du système et on s'est rendu compte que si on trouvait cette différence, c'est parce qu'on n'avait pas tenu compte d'une des particules parce qu'on ignorait son existence.
Alors, remarque pour un système isolé de deux particules, alors je prends deux instants pendant le mouvement, par exemple le mouvement des deux disques. Eh bien, j'ai écrit à l'instant t, P1 plus P2, à l'instant t', P1' plus P2'. Eh bien, si je mets d'un côté ce qui concerne la particule 1 et de l'autre côté ce qui concerne la particule 2, eh bien, je fais passer le P1 ici, je vais avoir P1' moins P1, et je fais passer le P2' à gauche, je vais avoir P2 moins P2'. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le prime, tous les primes, c'est ce qui s'est passé à l'instant T', et les P1, P2, c'est ce qui s'est passé à l'instant T. Alors, l'instant T' vient après l'instant T. D'accord? Donc, quand j'écris P1' moins P1, c'est P1 à l'instant T' moins P1 à l'instant T. D'accord? Donc, ça, c'est après et ça, c'est avant. D'accord? Donc, P1' moins P1, eh bien, ça veut dire que c'est une variation de P1. Par contre, P2 moins P2', c'est la valeur initiale moins la valeur finale. C'est-à-dire que si je veux écrire ça sous la forme delta P2, eh bien, delta P2, c'est P2' moins P2. Or, moi, ce que j'ai ici dans ce terme, c'est P2 moins P2'. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P2 moins P2', c'est moins delta P2. Autrement dit, la variation de quantité de mouvement de la particule numéro 1 est opposée à la variation de quantité de mouvement de la particule numéro 2. D'accord? Puisque ici, j'ai valeur finale moins valeur initiale, alors que de ce côté, j'ai valeur initiale moins valeur finale. Donc ici, j'ai delta P1 et ici, j'ai moins delta P2. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'une interaction entre deux particules produit un échange de quantité de mouvement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une variation de quantité de mouvement pour l'une des particules. Imaginons que ce soit une augmentation de sa quantité de mouvement. Eh bien, ça va correspondre à une diminution de la quantité de mouvement de l'autre, par exemple. Alors, c'est un principe très important à retenir. Quand vous avez une interaction entre deux objets, eh bien, ça provoque un échange de quantité de mouvement. Ce que va perdre l'un des objets va être gagné par l'autre. Alors, on en arrive à la notion de force. Alors, la force appliquée à une particule, eh bien, c'est l'action de l'environnement sur la particule. Alors, on va essayer de faire un petit peu le point des choses qu'on connaît sur la force. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la force? Eh bien, on sait que si une force est appliquée à une particule, eh bien, sa vitesse varie. Ça veut dire que sa quantité de mouvement varie. En conclusion, s'il existe une force, alors il y a forcément une variation de quantité de mouvement qui apparaît. Alors, la deuxième chose qu'on sait à propos de la force, c'est que pour une même variation de quantité de mouvement, eh bien, l'interaction va être plus forte si le temps d'interaction est plus court. Alors, vous avez tous déjà observé ça. Quand vous voulez, par exemple, freiner une voiture ou un vélo ou une moto, vous voulez, par exemple, vous arrêter. Vous voulez passer d'une certaine vitesse à l'arrêt, c'est-à-dire d'une certaine vitesse à la vitesse 0. D'accord? Donc, vous allez avoir une variation de la vitesse, donc une variation de la quantité de mouvement qui sera, alors, imaginons qu'on veuille passer de 20 km/h à 0 km/h, d'accord?
Donc, la variation de quantité de mouvement, eh bien, ça sera le produit de la masse de votre voiture ou de votre vélo avec vous dessus, multiplié par la variation de la vitesse. Alors, maintenant, il y a deux façons de freiner. Soit vous appuyez très fort sur le frein et très peu de temps, soit vous appuyez tout doucement sur le frein pendant plus longtemps. D'accord? Le résultat du point de vue de la variation de la quantité de mouvement, il sera le même. Vous allez passer de la vitesse 20 km/h à la vitesse 0 km/h. Donc, du point de vue de la variation de la vitesse, le résultat sera le même, mais l'effort que vous allez faire va être plus grand si le temps d'interaction est court. Si vous appuyez très fort sur le frein pendant très peu de temps, ben, vous allez avoir le même résultat, mais vous aurez fourni un plus gros effort sur votre frein. D'accord? Maintenant, vous pouvez freiner tout doucement pendant plus très longtemps et le résultat sera le même. Vous aurez arrêté la voiture, mais vous aurez fourni un effort qui est beaucoup plus faible. Donc, vous voyez bien que le temps d'interaction va être important dans l'appréciation de cette interaction. Donc, l'interaction est plus forte si le temps d'interaction est plus court. Alors, comment est-ce qu'on va écrire l'expression de la force moyenne appliquée à une particule pendant un intervalle de temps delta t? Eh bien, on a dit que s'il y a une force, il y a une variation de quantité de mouvement. Donc, plus la force sera grande, plus la variation de quantité de mouvement va être grande. Par contre, si le temps d'interaction est court, eh bien, la force va être grande. Si le temps d'interaction est long, la force va être faible. Eh bien, ça veut dire que la force est inversement proportionnelle au temps d'interaction. C'est-à-dire que ma force, eh bien, je vais l'écrire sous cette forme. Elle est proportionnelle à la variation de quantité de mouvement, inversement proportionnelle au temps d'interaction. Donc, la force moyenne appliquée à une particule. Alors, une force moyenne, c'est valable sur un intervalle de temps delta t. Eh bien, ça sera delta p sur delta t. Et la force instantanée, eh bien, ce sera comme ce qu'on a vu en cinématique. Pour passer de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée, eh bien, on fait tendre l'intervalle de temps vers 0. On le rend très, très petit, tellement petit qu'il tend vers 0. Et à ce moment-là, eh bien, la force instantanée, donc la force appliquée à un instant en particulier, ce sera la limite de la force moyenne, donc la limite de delta P sur delta T, quand delta T tend vers 0. Et vous reconnaissez ici, eh bien, l'expression de la dérivée de la quantité de mouvement. Donc, la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, RFD, c'est les initiales de relation fondamentale de la dynamique. Alors, on appelle ça aussi la deuxième loi de Newton. Alors, cette deuxième loi, eh bien, ça revient à écrire la définition de la force. C'est-à-dire que j'écris que F, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. Ensuite, j'écris que la quantité de mouvement, c'est mv. Et je dérive le produit mv par rapport au temps. Alors, la masse étant une quantité constante, eh bien, ça reviendra à écrire que c'est le produit de la masse par la dérivée de la vitesse. Alors, vous reconnaissez ici l'expression de l'accélération de l'objet, donc F égale ma. Alors, ça, c'est la deuxième loi de Newton. Alors, attention à une chose, cette force, eh bien, elle représente la résultante de toutes les forces appliquées à l'objet, c'est-à-dire la somme de toutes les actions de l'environnement sur l'objet. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame. D'accord.
Alors, on passe au principe d'action et de réaction. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Alors, on a vu qu'au cours d'une interaction entre deux particules, c'est ce qu'on a vu ici, quand on a un système isolé de deux particules, eh bien, l'interaction entre les deux particules va provoquer un échange de quantité de mouvement. Alors, on a delta P1 égale à moins delta P2. Eh bien, si on a cette variation de quantité de mouvement pendant un intervalle de temps delta T, eh bien, on va pouvoir calculer la force moyenne exercée sur chacune des particules. C'est-à-dire que delta, la variation de quantité de mouvement delta P1 pendant l'intervalle de temps delta T va me donner une force moyenne delta P1 sur delta T exercée sur la particule numéro 1 et le delta P2 sur delta T, ça sera la force moyenne exercée sur la particule numéro 2. Et si je passe aux limites quand delta T tend vers 0, ben j'en arriverai aux forces instantanées. Donc, j'aurai la dérivée de P1 par rapport au temps égale à moins la dérivée de P2 par rapport au temps. Alors, c'est les forces instantanées. Donc, j'ai F2,1 égale à moins F1,2. Alors, vous remarquez que j'ai un double indice ici. Ce que je mets en premier, c'est le numéro de la particule qui exerce la force. Et ce que je mets en second, c'est le numéro de la particule qui subit la force. D'accord? Donc, dP1 sur dt, c'est la force exercée sur la particule numéro 1. D'accord? Et cette force, elle est exercée par la particule numéro 2, puisqu'il s'agit d'une interaction entre les deux particules 1 et 2. Et cette force dP2 sur dt, c'est la force exercée sur la particule numéro 2 et elle est exercée par la particule numéro 1. Donc, j'ai bien F1, 2, donc la force exercée par la particule numéro 1 sur la particule numéro 2. D'accord? Celle qui subit la force, c'est celle qui a sa quantité de mouvement qui a été modifiée. Alors, une petite remarque, ce n'est pas une petite remarque, c'est une remarque importante. Les deux forces F1,2 et F2,1 sont deux forces de même nature. Alors, quand je dis de même nature, ça veut dire qui obéissent au même phénomène physique, c'est-à-dire deux forces électriques sont deux forces de même nature. Donc, quand vous avez deux charges qui s'attirent ou qui se repoussent, je vais pouvoir parler du principe d'action et de réaction. Chacune des charges va soit repousser, soit attirer l'autre, et vice-versa. Il s'agit de deux forces qui sont toutes les deux des forces électriques, donc ce sont des forces de même nature. Des forces magnétiques, quand vous avez deux aimants qui s'attirent ou qui se repoussent, eh bien ce sont des forces de même nature aussi. Des forces de contact, donc un objet posé sur un plan, eh bien ça sera des forces de même nature. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Alors, un contre-exemple, le poids et la force, l'action de la table sur l'objet. Alors, le poids d'un objet, si je pose une boîte sur une table, d'accord? On va faire un petit dessin. Madame, Oui, j'ai une question. oui, allez-y. Je vous écoute. معلش نهضر بالعربية. Oui, allez-y. كون دونا دو بول دون ليسباس يعني عندنا زوج كرات في الفضاء كيما هكا. Deux boules. أيوة يتحركوا عكس بعض جايين لبعضهم. Oui, أيوة ومين يصطدموا من صراع أكسيدو بيناتهم. oui, غادي يعاودوا يرتدوا.
كيما هكا من يرتدوا نستخدموا القانون الاول ونقولوا بلي الاولى اثرت على الزوجه، ولا نستخدموا لوا دو نيوتن كيما هكا يعني برد الفعل تاع الكره الاولى رد الفعل تاعها رجعها للعود. Alors, vous avez par exemple deux boules de billard qui s'entrechoquent, c'est ça? Par exemple. وي يتحركوا العكس بعض، يعني ماشي وحده ثابته كيما هكا يعني Oui. ايوا من بعد صرات اكسيدو بيناتهم كيما هكا. Oui. نقولوا بلي لابول اثرت على الزوجه بقى وخلاتها ترتد، ولا لابول دو اثرت على الاولى وخلاتها تروح للاتجاه الاخر ولا نقولوا بلي مين صدموا كيما هكا لو تروازيام لوا دو نيوتن كيما هكا هو اللي خلى الاولى ترجع الرول والزوجه ترجع. Alors, c'est une interaction, c'est par exemple deux boules de billard qui s'entrechoquent. C'est une interaction entre deux particules. Donc, vous pouvez appliquer la deuxième loi de Newton, la troisième loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'action et de réaction. ما نطبقوش الاول. Pourquoi la première loi? La première loi de Newton, c'est que si un objet n'est soumis à aucune force, il se déplace à vitesse constante. C'est ça la première loi de Newton. C'est le principe d'inertie. مي الزوج كيما هكا عندهم لا فيتاس كونستون كيما هكا راهم جايين عكس بعض واثروا على بعضهم كيما هكا، ماناش عارفين لا نطبقوا الاول ولا الثالث كيما هكا، مش عارفين لا اثروا على بعضهم ولا كل وحده اثرت على رد الفعل اثر على كل وحده فيهم. Bien sûr, chacune a agi sur l'autre, mais c'est le principe d'action et de réaction. C'est-à-dire qu'on peut appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire qu'on va écrire la quantité de mouvement avant le choc et la quantité de mouvement après le choc, et on fait le bilan en disant que la quantité de mouvement total avant le choc est égale à la quantité de mouvement total après le choc. Alors maintenant, pour savoir quelles sont les directions qu'elles vont prendre, c'est une interaction qui est compliquée parce qu'on a aussi besoin de considération énergétique. On a besoin d'une équation supplémentaire pour pouvoir savoir quelle va être la direction qu'elles vont prendre. Mais on applique le principe de conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, si vous voulez regarder quelles sont les forces qui s'exercent, eh bien, ça va être des forces qui obéissent au principe d'action et de réaction. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. يعني نطبقوا la troisième loi. Le principe de conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'était ça, c'est le contraire de, si vous voulez, c'est l'interaction un peu symétrique de ce que vous me dites. Ici, on a deux objets qui formaient un tout et qui vont se séparer en deux autres. Alors que ce que vous proposez d'étudier, c'est deux objets qui viennent chacun avec une vitesse et qui vont entrer en collision. Oui, c'est clair. D'accord? Oui. Voilà. Mais on peut appliquer exactement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire le principe de conservation de la quantité de mouvement du système. Eh bien, on peut aussi l'appliquer à la collision, à un choc entre deux boules qui se déplacent sur… Ça pourrait être des disques sur la table à air qui viennent chacun d'une direction, qui s'entrechoquent et qui repartent chacun dans une nouvelle direction. C'est aussi le principe de conservation de la quantité de mouvement. C'est bon? Mais je ne comprends pas. On applique la première loi ou la troisième loi? Ben, on applique la première loi, c'est-à-dire le principe de conservation de la quantité de mouvement. Si vous voulez, pour étudier ça du point de vue des vitesses, on applique la première loi.
Maintenant, si vous voulez étudier ça du point de vue des forces, eh bien, vous appliquez la troisième loi, c'est-à-dire que vous écrivez que si vous cherchez les forces, eh bien, c'est le principe d'action et de réaction. يعني la vitesse تطبق عليها première loi ou la force تطبق عليها troisième loi. Voilà. Ok. Oui, voilà. Merci. Je comprends. De rien. Je comprends ça. OK. D'accord. Merci, madame. De rien. Alors, oui, alors je vous disais un contre-exemple de ce que c'est que ces forces qui obéissent au principe d'action et de réaction et qui doivent être de même nature. Alors, imaginons que je m'intéresse à une boîte qui est posée sur un plan. Donc, je regarde les forces qui s'appliquent sur elle. Alors, j'ai son poids, d'accord? Et puis, j'ai l'action de la table. Alors, je vais la représenter. L'action de la table, ben, ça va être une force qui va s'exercer verticalement vers le haut. Alors, je vais la décaler un petit peu. Et puis, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Donc, j'ai le poids qui tire la boîte vers le bas. J'ai l'action de la table qui la pousse vers le haut. Si je regarde ces deux forces, eh bien, si la boîte reste là en équilibre, c'est que cette force est opposée à celle-là. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que ces deux forces, le poids et l'action de la table sur la boîte, est-ce que ces deux forces, je vous pose la question, est-ce qu'elles obéissent au principe d'action et de réaction? Principe d'action et réaction, madame. Oui, elles obéissent au principe d'action et de réaction. Ben, moi, je vous dis non. Alors, pourquoi? Parce que dans le principe d'action et de réaction, il faut que ce soit une interaction entre deux objets, c'est-à-dire il y en a un qui agit sur l'autre et l'autre qui réagit. Et ça doit être des forces de même nature. Alors, par exemple, dans l'interaction de tout à l'heure, un aimant qui repousse le deuxième aimant et par réaction, le deuxième aimant qui repousse le premier aimant. Ça, c'est deux forces de même nature et c'est le principe, c'est une interaction entre les deux aimants. Ici, c'est quoi? Quels sont les objets? J'ai ma boîte, d'accord? Et elle est soumise à quoi? Eh bien, elle est soumise à l'action de la Terre sur elle. La Terre, elle la tire vers le bas. Et à l'action de la table qui la pousse vers le haut. Où est l'interaction entre deux objets ici? Il n'y a pas de force est nulle. Ah oui, d'accord. La boîte est en équilibre parce que la somme du poids et de l'action de la table donne 0, mais ça ne veut pas dire que le poids et la force et l'action de la table obéissent au principe d'action et de réaction. Il faut que ce soit un objet qui agit sur un autre et le deuxième qui agit par réaction sur le premier. Alors ici, quelle est la réaction au poids? Eh bien, la réaction au poids, d'abord, qu'est-ce que c'est que le poids? Le poids, c'est la force qui exerce la Terre sur la boîte. Eh bien, la réaction à cette force, ce serait une force que la boîte exerce sur la Terre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un binôme, d'accord, qui interagit. Il y en a un qui attire l'autre et l'autre va attirer le premier. Donc, si la Terre attire l'objet, la réaction à cette action, c'est que l'objet attire la Terre. Donc, cette force n'est pas la réaction au poids. Maintenant, quelle est la réaction à la force que j'ai dessinée en bleu? Je vais mettre le poids de côté. Hein. Le poids, on a dit que c'était que sa réaction, c'était que la boîte attire la Terre. Quelle est la réaction à cette force en bleu qui est l'action de la table sur la boîte? Eh bien, la réaction à cette force, eh bien, c'est la boîte
C'est quoi cette force? C'est la table qui appuie sur la boîte. Eh bien, la réaction… Madame, la c'est force la… d'action est… Madame, s'il vous plaît. Oui, La force d'action et la force de réaction على حسب l'origine. l'origine, c'est-à-dire… يعني على حسب l'origine كيما هكا. كان l'origine تاعنا هو لو تاع la force d'action هي le la force d'action هي la force de terre sur le boîte. Mais la force de réaction il y a la force de table. Non. Non, vous n'avez pas suivi. Madame, La réaction au poids, Mm. c'est… Alors, le poids, c'est l'action de la Terre qui attire la boîte. D'accord? Eh bien, C'est la force d'action. la réaction à cette force, eh bien, c'est la boîte qui attire la Terre. Ça, c'est le principe d'action et de réaction. Maintenant, On ne peut l'action… Attendez, laissez-moi finir. L'action de la table sur la boîte, la force que j'ai dessinée en bleu ici, qu'est-ce que Oui. c'est? C'est la table qui pousse la boîte vers le haut. Eh bien, la réaction à cette force, c'est la boîte qui pousse la table vers le bas. D'accord? À chaque fois, c'est un duo. C'est une sorte de duel entre deux objets. Il y en a un qui agit et l'autre qui réagit. D'accord? Et c'est obligatoirement deux forces de même nature. J'ai la boîte qui est posée sur la table et qui va exercer une pression sur la table. Eh bien, la table va, par réaction, exercer une pression sur la boîte. Donc, j'ai deux forces de même nature. Quand je parle du poids, il y a la Terre qui attire, c'est une force de gravitation qui attire la boîte. Eh bien, la boîte va attirer la Terre. Le poids, c'est une force qui s'exerce à distance, c'est-à-dire que les objets sont à une certaine distance l'un de l'autre. La Terre est à une certaine distance de l'objet, elle va l'attirer, alors que l'action de contact, il faut que les objets soient posés l'un sur l'autre. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir, ce sont des forces de nature complètement différentes. Le poids, ici, alors le poids et cette action de contact n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une est une force à distance, l'autre est une force qui a besoin d'un contact pour apparaître. Vous voyez bien que ce ne sont pas des forces de même nature. Et pour pouvoir parler du principe d'action et de réaction, il faut que ce soit une interaction entre deux objets, c'est-à-dire une action et une réponse à cette action. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair. Donc, d'accord. Ok, on va s'arrêter là pour le cours. Alors, on reste sur le même lien pour le TD des groupes 1 et 2. Donc, rendez-vous dans quelques minutes, donc à 10h10. Madame, Oui? tant que la force du P n'est pas la réaction de la force de la table, c'est quoi la réaction de la force de la table? La réaction de la force de la table, eh ben, c'est la boîte qui appuie sur la table. Vous pouvez dessiner le vecteur. Oui, je peux dessiner le vecteur. Alors, Ils ont le même module, madame. bien sûr, principe d'action et de réaction, c'est forcément, oula. C'est forcément le même module. Attendez, je change l'orientation. Le voici. Voilà. Donc, on va séparer les choses. Hein. Je mets… Voilà. Voilà. Donc, voici la table. Elle est soumise… pardon, voici la boîte. Elle est soumise à une force
une action de contact de la table qui va avoir tendance à la pousser vers le haut, d'accord? Et voici la table, elle est soumise à une action de contact de la boîte. Je n'ai pas dessiné la boîte ici, mais je pourrais la dessiner. Ah, ok. Je vais la mettre en pointillé hein, pour. Voilà, d'accord. Et puis je vais dessiner. Voilà. Alors, c'est la table qui exerce cette force sur la boîte. D'accord? Et ici, sur ce schéma, c'est en réalité, l'action, c'est ça, c'est celle-ci. Hein, c'est la boîte, quand vous posez une boîte sur une table, c'est la boîte qui appuie sur la table. Et la réaction à cette force, eh bien, c'est que la table va appuyer sur la surface de la boîte. Donc, j'ai une action, une réaction. Maintenant, le poids, je vais mettre ça ici, d'accord? Je vais dessiner la boîte, d'accord? Avec son poids, eh bien, ce poids, il est exercé par la terre sur la boîte. Je vais dessiner la terre. C'est bon? Eh bien, la réaction à ce poids qui est la force exercée par la terre sur la boîte, eh bien, ça sera une force exercée par la boîte sur la terre. Alors, je vais changer. La voici. D'accord? Donc, la terre attire la boîte avec une force qui est le poids de la boîte. Eh bien, par réaction, la boîte attire la terre avec cette force-là. Alors, vous voyez bien que ce sont toutes les deux des forces de même nature, c'est-à-dire que ce sont des forces d'attraction gravitationnelle. On verra la semaine prochaine, on verra la loi de gravitation universelle. Quand vous avez deux objets de masse M1 et M2 qui sont à une certaine distance l'un de l'autre, ils vont s'attirer avec une force qu'on appelle une force d'attraction gravitationnelle. Donc, la réaction au poids, eh bien, ça sera une force d'attraction que va exercer la boîte sur la Terre. Ce sont toutes les deux des forces d'attraction gravitationnelle. La réaction à cette force de contact, eh bien, c'est une force de contact. Vous avez la table qui appuie sur la boîte et la boîte qui appuie sur la table. Ce sont des forces de même nature, ce sont des forces de contact toutes les deux. Est-ce que c'est plus clair? Oui, madame, merci. D'accord. Oui, c'est clair. Ok, bon, eh ben, j'arrête l'enregistrement. Hein. Au revoir, madame. Au revoir.